Il s'agit d'un événement bilingue et l'interprétation simultanée est fournie. Veuillez choisir la langue de votre choix dans le coin inférieur de votre écran. This is a bilingual event and simultaneous interpretation is provided. Please choose the language of your choice on the lower right-hand corner of your Zoom screen. Nous visitons 15 régions différentes de la province, présentant des données sur le remplacement de la main-d'œuvre, des informations sur l'importance de l'immigration pour les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration future sur les systèmes clés de notre province et l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser en soutien de l'immigration au niveau local. We are also making the space for people, employers, communities, newcomers to share their stories of immigration. People are coming to our province and everyone has a role to play in the creation of communities and workplaces where notions of diversity, inclusion, and equity are at the heart of policies, processes, and planning. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et de nouvelles conversations sont encore nécessaires pour s'assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien significatif pour eux de choisir d'appeler le Nouveau-Brunswick et vos communautés leur chez eux. Today, we dedicate this session to Kent County. Avant de commencer, je tiens à reconnaître le fait que nous nous trouvons actuellement sur des terres Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy non cédées et je tiens à les remercier de nous avoir permis de nous rassembler. To recognize the land is an expression of our gratitude to those whose territory we are on and a way of honoring the Indigenous people who have been living and working on the land from time immemorial. It is important to understand the long-standing history that has brought us to reside on the land and to honor that history as we continue to welcome new families to these lands and work together towards reconciliation. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds et nos organisations partenaires qui ont contribué à cet événement. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail NB, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue NB, le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la coopérative de développement régional, l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, New Brunswick Community College, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et en particulier pour cet événement, je tiens à remercier la Commission des services régionaux de Kent, l'Association multiculturelle du Grand Moncton, la CBDC Kent, la Chambre de commerce Kent Sud, la Chambre de commerce Kent Nord et la Chambre de commerce Kent Centre. And finally, before introducing our special speakers this evening, I have the obligation to set some ground rules and mention some housekeeping items to ensure that this is a productive experience for everyone, including you, the audience. First, this event will have 3 parts: a presentation from our resident economist, Richard Saillant, followed by a brief Q&A, a panel, and a discussion period before we conclude the event. We want this event to mean something to you, so please do engage with questions through the chat within Zoom. As the facilitator, I will be picking a few questions and asking them during the Q&A period. However, you will also have the chance to ask the questions and share comments yourselves in person. So to do that, please use the raise hand function, and I will mention your name and tell you when you can ask your question or share a comment. We ask that you keep your microphones on mute unless told otherwise to avoid any background noise or sound feedback. We also encourage you to turn on your cameras. It's always better to see faces and it leads to a deeper and more meaningful engagement. If we have any technical interruptions, please stay with us. It's always a risk when we do something like this live, but hopefully we won't have any interruptions this evening. And as I mentioned before, you do have access to simultaneous interpretation, so please choose the language of your choice on the lower right-hand corner of your Zoom screen. Et sur ce, je voudrais vous présenter la mairesse de Rogersville et la présidente du conseil d'administration de la Commission des services régionaux de Kent, Madame Pierrette Robichaud. Madame la mairesse, merci d'être avec nous ce soir. L'écran est à vous. Tu es sur mute, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Mon nom est Pierrette Robichaud. Je suis la présidente de la Commission des services régionaux de Kent, l'un des partenaires de l'organisation de cette activité.
Ça me fait grandement plaisir de vous accueillir ce soir à l'activité Nouvelle Conversation 2.0. Nous savons tous que l'immigration est nécessaire pour le développement de notre région et encore plus particulièrement le maintien des emplois actuels sur notre territoire. La pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population, l'exode de nos jeunes vers les centres urbains nous causent toutes des défis énormes. Nous devons, comme région, continuer à être une région qui encourage l'immigration et l'établissement de nouveaux arrivants dans nos communautés. Je reconnais également que le dossier de l'immigration est nouveau pour notre région de Kent. Nous avons dans le passé accueilli des gens de diverses nationalités, mais la plupart étaient d'origine européenne. Aujourd'hui, notre comté est un endroit multiculturel et qui donne lieu à diverses nationalités et cultures. C'est merveilleux de voir que des gens de partout à travers le monde veulent venir s'établir chez nous. En devenant une région qui continuera à être une place de choix pour de nouveaux citoyens, nous devons faire un effort supplémentaire afin que nos communautés soient accueillantes et que ces nouveaux résidents se sentent chez eux. L'activité de ce soir permettra de mieux comprendre la réalité économique de la région, mais également entendre et mieux comprendre les besoins de nos entreprises et nos nouveaux arrivants. On se doit, comme région, d'être prête à agir en matière d'immigration. Nouvelle Conversation 2.0 est certainement un excellent moyen de se mobiliser comme grande communauté pour accueillir des gens ici dans la belle région de Kent. Je vous souhaite une belle soirée et de belles discussions productives et proactives. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître Robichaud. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'économiste et consultant public, en politique publique, Monsieur Richard Saillant. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans les milieux gouvernementaux et universitaires. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères, y compris le bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé 4 livres, dont Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique. Bienvenue, Richard. Je te passe la parole. Merci, Nicole, et merci à tous d'être là. Je vais commencer par partager mon écran, m'assurer que ça fonctionne. Je vais prendre quelques instants. Je vais maintenant mettre en mode partage d'écran. Et là, est-ce que vous voyez les... On voit le deuxième écran, Richard. Deuxième écran, OK. Je vais aller voir ce que je peux faire à nouveau. Et je pense que c'est cette chose-ci. À ce moment-ci, là, est-ce que ça va mieux? Oui, parfait. Parfait. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous livrer une présentation dans les 2 langues. Je vais commencer en français et ensuite, vers la moitié de la présentation, je vais passer à la langue anglaise. Essentiellement, le but de la présentation aujourd'hui va être de vous parler un peu de la région de Kent, les enjeux démographiques de la région de Kent. Dans la première tournée, on a fait une tournée un peu de sensibilisation plus globale à la nécessité de l'immigration, mais là, on est passé dans une nouvelle vitesse, si vous voulez. Maintenant, on va vous parler des défis spécifiques à la région de Kent. Donc, vous présenter des données qui sont pertinentes et fraîches pour votre région. Et ensuite, parler un peu de à quoi ressemble l'avenir ou pourrait ressembler l'avenir en fonction de différents scénarios pour notre croissance démographique dans la région de Kent. Et après ça, je vais clôturer la présentation avec une discussion de quelles pourraient être les prochaines étapes, comment s'y prendre pour encore améliorer notre performance au niveau de l'immigration et d'accueillir encore davantage de nouveaux arrivants dans nos différentes communautés. Alors, on va commencer avec le défi démographique du comté de Kent. Et puis, peut-être débuter en vous rappelant simplement que le Nouveau-Brunswick, bien sûr, est une province qui est plus âgée et qui est plus vieillissante que le Canada. Et ça, une bonne façon de l'illustrer, c'est d'examiner une diapositive comme celle-ci,
vous voyez à la gauche que le Nouveau-Brunswick, sa pyramide des âges est toujours dominée par un groupe d'âge entre 55 et 74 ans, ou à peu près 55, 75 ans, qui est le groupe des baby boomers. Au Canada, il y a eu un baby boom, mais la génération du baby boom ne domine plus la pyramide des âges comme elle le faisait auparavant. Il y a une génération de gens plus jeunes, les milléniaux, qui sont dans la vingtaine, la trentaine, qui est maintenant plus importante dans la population du Canada. Pourquoi est-ce que le Canada a une population, une pyramide d'âge différente de la nôtre? Principalement parce qu'il a accueilli davantage de nouveaux arrivants à travers les années. Le comté de Kent vieillit plus rapidement que le reste du Nouveau-Brunswick et on peut l'illustrer sur un graphique, à l'aide d'un graphique comme celui-ci. Vieillit plus rapidement, mais pas énormément plus rapidement. Si vous regardez à la gauche du graphique, vous voyez, disons, les groupes d'âge de 0 à 14 ans jusqu'à environ 35-44, même 45-54. Vous voyez en rouge qu'en général, le comté de Kent a connu un déclin de ses populations de jeunes au cours de la dernière décennie, plus prononcé qu'au Nouveau-Brunswick. Par contre, si vous regardez le groupe d'âge de 65, 74 ou 75 ans et plus, souvent on s'imagine que le vieillissement de la population, ça veut dire qu'on va avoir une plus forte croissance de personnes âgées si on vieillit plus rapidement. Ce n'est pas nécessairement le cas, le comté de Kent le montre. Ce n'est pas parce que Kent a une plus forte croissance de personnes âgées qu'il vieillit plus rapidement. C'est parce qu'il a accueilli moins de jeunes, il a moins de jeunes dans sa population. Donc, l'importance de la jeunesse est vraiment importante pour comprendre quel est le processus qui alimente le vieillissement de la population. Donc, ce n'est pas nécessairement le nombre de personnes âgées, mais la présence ou non de jeunes au sein de la population. Pour vous illustrer pourquoi c'est important de considérer le vieillissement de la population, bien, plus une population vieillit rapidement, plus son économie va tourner au ralenti en général. Donc, si vous regardez à la gauche du graphique qui est sur cette diapositive-ci, ça, c'est le Canada et le Nouveau-Brunswick, c'est leur PIB. Le PIB, c'est la taille de l'économie. Au cours de la dernière décennie, le Canada a connu une croissance en PIB d'environ le quart, c'est-à-dire 25 alors que le Nouveau-Brunswick, sa croissance a été autour de 6 donc à peu près 4 fois plus lente. La principale raison pour laquelle la croissance du Nouveau-Brunswick a été plus lente, c'est que sa population active, le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick, a décliné, alors qu'au Canada, le nombre a augmenté. Donc, à droite, vous voyez la population active. Vous voyez en rouge que le Canada a connu une croissance de population active de plus de 10 alors qu'au Nouveau-Brunswick, on a connu une décroissance d'environ 2 et le comté de Kent, lui, a connu pour sa part une décroissance de sa population active. Ce qui laisse entendre qu'il est possible que la taille de l'économie du comté de Kent aurait pu diminuer au cours de la dernière décennie. On n'a pas de données là-dessus, mais juste à cause des tendances de la population active, on pourrait peut-être déduire ça. Ce graphique-ci est particulièrement important parce qu'il illustre vraiment le défi démographique de Kent. Si vous voulez, dans une diapositive, illustrer le vrai défi démographique de Kent et de d'autres comtés, d'autres régions et de Nouveau-Brunswick dans l'ensemble, gardez un graphique comme celui-ci. Ce que vous voyez, c'est en rouge, c'est la ligne des gens qui atteignent l'âge de 65 ans à chaque année. En gris, pourquoi est-ce qu'on a mis 65 ans? Parce que c'est l'âge officiel de la retraite. En gris, on retrouve le nombre de gens qui atteignent l'âge de 15 ans à chaque année, qui est l'âge officiel de travailler. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui travaille à 15 ans, mais ça vous donne un indicateur du nombre de personnes qui domestiquement peuvent se joindre sur le marché du travail versus le nombre de personnes qui sont sur le point ou vont quitter ou ont quitté le marché du travail. Regardez l'écart, comment il s'est creusé. Jusqu'au tournant de la dernière décennie, vous remarquerez que le nombre de jeunes qui entraient sur le marché du travail était plus élevé que le nombre de personnes plus âgées qui étaient en âge d'atteindre, de quitter le marché du travail. Dès 2009-2010, au tournant de ces années-là, vous voyez tout d'un coup que la courbe des personnes plus âgées augmente de manière claire et nette. Et ça, ben, c'est associé au fait que les premiers baby boomers ont commencé à atteindre l'âge de 65 ans. Donc ça va durer encore pour un autre 10-15 ans, à peu près 10 ans au moins, que vous allez voir cette croissance très forte du nombre de personnes, pas la croissance très forte, mais un nombre très élevé de personnes de 65 ans qui, justement, dans le comté de Kent. Donc, le défi, si vous regardez ça, essentiellement, c'est la différence entre, si vous regardez 2020, il y a 250 personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans versus 600 personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans. Ça vous donne un aperçu, il y a à peu près un déficit de 350 personnes, plus ou moins. Ce n'est pas de la science pure, cela, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'écart à combler, si vous voulez. Donc,
pour pouvoir éviter que la population active décline, le nombre de travailleurs décline, il va falloir remplir les rangs de la population active à l'aide de nouveaux arrivants, des gens qui vont nous venir d'ailleurs que dans le comté de Kent. Une bonne nouvelle avec le fait d'accueillir de nouveaux arrivants, une excellente nouvelle en fait, c'est que ce n'est pas seulement le marché du travail qui va en bénéficier. On ne va pas seulement se retrouver avec plus de gens des gens pour combler les postes qui deviennent libérés. On va aussi se retrouver avec une population d'âge scolaire qui va être plus grande. On va se retrouver avec des écoles qui ne déclinent plus. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants tendent à être de jeunes adultes qui soit ont des enfants ou sont sur le point d'avoir des enfants. Donc, en accueillant des immigrants, on rafraîchit notre population de deux manières. Immédiatement avec les gens qui nous arrivent et plus tard avec les enfants qui vont grandir dans le comté de Kent. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Si vous regardez la courbe rouge, vous voyez qu'au cours des dernières années, la population d'âge scolaire dans le comté de Kent a cessé de décliner et en fait, elle augmente. Donc, ça, c'est vraiment une bonne illustration du pouvoir de l'immigration. Et si vous voulez voir encore plus clairement et plus nettement le pouvoir de l'immigration lorsque la migration en accueille bien davantage de nouveaux arrivants, regardez la région de Moncton en gris. Elle a augmenté d'à peu près 15 au cours de la dernière décennie et dès 2016-2017, vous voyez que la pente commence à augmenter beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est l'impact net de l'immigration au sein de nos communautés. Cela dit, il y a des défis sérieux qui nous attendent dans les années à venir. Plusieurs choses. Cette courbe-là a l'air un peu, ce graphique-là a l'air un peu comme un électrocardiogramme, là, mais je vous demande de vous concentrer sur la ligne grise. Ce que vous voyez, ça, c'est l'emploi dans le secteur privé au cours des 20 dernières années. Au cours de la dernière décennie, puis jusqu'en 2014-2015, les emplois dans le secteur privé étaient relativement soit stables ou en légère croissance. Depuis là, on a connu un déclin. Okay? Donc, il y a un défi d'assurer que notre main-d'œuvre dans le secteur privé reste au moins stable, sinon qu'elle ne croisse. Dans le secteur public, ça, Kent, il faut faire attention, c'est les écoles et les hôpitaux, mais c'est plutôt stable dans la dernière décennie. Mais dans le Nouveau-Brunswick, dans l'ensemble, il y a une forte croissance. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement de la population, on a davantage de besoins pour les soins aux personnes âgées, pour les soins de santé. C'est normal que le secteur public doive croître un peu. Et pour financer les emplois dans le secteur public, il nous faut un secteur privé qui soit dynamique. Il nous faut des recettes d'impôts. Il ne faut pas juste des transferts d'Ottawa, il nous faut un secteur privé qui est vibrant. Donc, une dernière diapositive sur le défi, si vous voulez, associé au vieillissement, c'est les dépenses dans le secteur des soins de santé. Jusqu'à présent, au Nouveau-Brunswick, ailleurs dans le Canada par ailleurs, on a vu seulement la pointe de l'iceberg en ce qui a trait aux pressions induites par le vieillissement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque nos personnes âgées, lorsque nos aînés avancent en âge, les dépenses de santé augmentent de manière exponentielle. Donc, les dépenses de santé à l'âge de 65 ans par habitant sont d'environ 6 000 $. À l'âge de 85 ans, c'est environ 25 000 $. Jusqu'à présent, nos baby boomers sont tous en bas de 75 ans ou vont atteindre l'âge de 75 ans. Dans les années à venir, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus va passer d'environ 65 000 présentement à environ 140 000 dans les 15 prochaines années. La vérificatrice générale en parlait hier ou avant-hier, expliquant les besoins en matière de foyers de soins et le plan pour s'assurer qu'on ait suffisamment de ressources et de place pour s'occuper de cette population vieillissante. C'est une illustration des besoins en matière de santé. Donc, on va avoir besoin de main-d'œuvre pour ça. On va aussi avoir besoin d'argent. Donc, à gauche, vous voyez juste le vieillissement, l'impact en termes de pression sur le système de santé. Pas nécessairement ce qu'on va dépenser davantage, mais les pressions. Dans 4 ans, ça peut être 350 millions de plus que maintenant. Dans 9 ans, ça va être environ 700 millions de plus que maintenant. Et puis, dans une quinzaine d'années, 14 ans, ça va être au-delà d'1 milliard par année. Donc, il va falloir trouver les ressources pour ça. Donc, ce n'est pas pour alarmer les gens, c'est simplement pour montrer ce qui nous attend en matière de tendance démographique et sur le secteur public. I'm now going to switch to English. And as I switch to English, I'm going to give you good news. This chart shows that immigrants are now moving to rural areas. In the past, if you look, and that's fast, and it's in recent years, if you look in the past 3 years, immigration has been scaling up, at least pre-COVID days, it's been scaling up smartly. And as this immigration scaled up,
you also saw a growth in non-urban areas of the province. They've almost tripled the flows of immigration. You know, if you look at 2017, it was 360, about 10% of the overall flows, a little less than that. And in 2019, you see that it's more than 1,000 were in non-urban areas. And of that, that represented about 1/6, even more than 1/6 of the overall immigration flows. So slowly but surely, we are seeing progress across the province, including in rural areas. Now, I'm going to spend a few minutes discussing the Kent County population growth projections. These projections, along with a bigger document on planning for population growth and immigration in Kent County, is available online on the New Brunswick Multicultural web. I'm tired. New Brunswick Multicultural Association website online, and you're going to also see this presentation there available online. So today I'm going to present the highlights of the scenarios that were devised by David Campbell and the team of the NBMC. Now, just before we go into those scenarios, why do we need to grow our population? Well, we've already discussed some of that in the previous part of the presentation, but Kent does have strategically important industries, either in the extractive industries, such as the fisheries, but also in manufacturing, light manufacturing, modular homes. So, you know, it's a very important part of New Brunswick. There are also growth opportunities, and you know, for instance, in small fruits and many other areas. And in order to size upon those opportunities, we're going to need more people. There are approximately 1,000 employers in Kent, and obviously, if employers can't find the workforce that they need, some of them, unfortunately, may have to close shop or migrate elsewhere. So it's important that we take seriously the imperative of growing the population. Having said this, I'm now going to describe the three scenarios briefly and then look at the results. There are three scenarios that were prepared by David. The first one is what would happen if Kent County stayed on its current population trajectory. The second one is what would need to happen in order to maintain the current size of the workforce. And the third one is one where we're becoming even more ambitious, is what we would need if we tried to expand the workforce by 0.5% annually. So the results of the first scenario would say the following thing. If we stay on the current trajectory, a demographic trajectory of Kent, we can expect the population to decline by about 7% over the next 2 decades, but the workforce would decline by about 20%. Why? Because as we age, the population doesn't decline as fast, but the number of people who are of working age declines fast. So even then, you know, if with the baseline scenario, without further action or without welcoming more people in our communities, we can expect a decline in the number of workers of about 1/5. So what could happen in a situation like that? Well, obviously, this could have consequences for export industries. As we age, I suspect that more of our workforce is going to be involved in local services, public and private sector. So the services that need to be in Kent County, so those that can migrate might migrate. Some businesses might move to a region such as Moncton to find workers if more workers are available there. And there would be obviously difficulties expanding new industries, okay? Agriculture, tourism, natural resources, name it. So the baseline scenario is one that obviously we need to try to avoid. And now we can look at other scenarios and see, you know, what would be the implications in terms of the magnitude of the challenge, but also what we could aim for in terms of growth in the region. So the next scenario is to maintain the existing size of the workforce, which is a workforce of around 17,000 people in the county. To do that, we'd need to grow our population by about 14%, 4,300. Our workforce would stay obviously at 17,000. And the last time the county's population grew at this rate, it was in the 1970s. So it's happened in the past. And what would happen if we did that? Well, we would still probably be faced with pressures on certain exporting industries, because we can expect some of the labor force to migrate from export industries to local services, public and private, because these services need to be provided locally.
Some local services could, such as retail, but there's probably not that much, but could migrate to other areas such as Moncton because Kent has this proximity to the urban area, the metropolitan center of Moncton. And of course, we'd still have difficulties expanding new industries. So it's not the perfect scenario, but at least, we would be making enormous progress. And finally, if we dream a bit, we could, try to increase our population by about 25% in order to grow our population labor force by about 0.5% annually. Our workforce, as a result, would grow by about 2,000. We'd require a population growth rate not seen in decades. But the implications would be that the county would probably have the workforce necessary to meet expected demand for services and the workforce to grow some new industries. So to conclude on all of that, if we want to grow the workforce size or to keep the current workforce size or expand it over the next 20 years, obviously significant growth in our population is going to be required. Assuming that other population growth components remain constant, so assuming a steady state scenario, it would require an increase in annual immigration from around 60 to 70 to around 220 to 300 per year. Kent, by the way, is starting with a leg up compared to some other regions. So this may look a lot, but in some regions, the magnitude of the leap that is required is much greater than that. So you're not on a bad footing as a county, and other regions are not necessarily on a bad footing. It's just that they've got more to catch up. But this will not happen by itself. It will require a deliberate population growth plan for the county. And I would argue that it would require probably more than that, and we can get into that here. So what would the county's population growth plan look like? Well, the first thing we need to recognize is that local communities and regions need to get engaged. This is not only a provincial government issue. People do not move to New Brunswick or to Canada, they move into communities. So it'll depend on the vibrancy of the community, how welcoming the community is, how the community is organized to welcome more newcomers. And economic opportunities obviously they occur in local communities. So it's really important to remember that how you are set up locally to expand the workforce to welcome more people is critical part of the equation. Now, we have to recognize obviously that the demands on governments compared to previous years or previous decades have expanded. And that is part of the realities of part of today's realities in terms of local government. There's more involvement into local economic development, more involvement into welcoming newcomers, more involvement into showcasing the region, being an advocate for the region and promoting the region, more emphasis on quality of life. So a lot, I know we're expecting a lot from communities, but it's the reality of let's say, circa 2020s as this slide shows. So to conclude, Kent County and other parts of the province, we need not just a population growth plan, we need to have some sort of a community comprehensive business plan. And some elements of that business plan would be some of the discussion we started having today, which is a clear understanding of our labor market's needs in order to support our workforce exits and accommodate new growth. Having a discussion on which industries have the potential to grow in the future in the region, develop plans accordingly. What level of population migration, inward population migration does that entail for the region? And finally, what are the barriers to attracting new population? And there are probably several barriers, and we're going to have a conversation on this in the context of the panelists that we'll have later on. So this is a great opportunity to start discussing those issues. Obviously, some of the issues are common across the region and include ensuring that we have affordable and appropriate housing for newcomers. And that, I think, is going to be a critical part of the conversation in Kent County, but also elsewhere in the province. Okay, so I'll stop here. I hope I did not exceed my 20 minutes by too much. And I am sure that we'll have a further opportunity to discuss this over the next hour. Thank you very much. Thank you very much, Richard. Nous allons passer à la période de questions-réponses et déjà nous avons une première question.
Alors, si on fait face à un exode des jeunes vers les villes, pourquoi est-ce qu'un nouvel arrivant voudrait venir s'établir dans Kent et plus important, voudrait y rester? Oui, c'est une excellente question. En passant, l'exode des jeunes, il ne faut pas trop s'en faire parce que historiquement, c'est une chose, c'est normal de s'attendre que certains individus vont vouloir aller étudier ailleurs que dans la région. Certains individus vont vouloir avoir des occasions professionnelles qui sont différentes. Certains de ces individus-là, par ailleurs, vont revenir dans la région, comme moi je l'ai fait. Et puis, d'autres manières, ce que moi je remarque, ce que je vois, même dans la tournée qu'on a jusqu'à date, c'est que dans partout, à travers nos différentes régions, à travers nos différentes communautés, il y a beaucoup de gens intéressés à travers le monde qui se joignent à nos communautés et qui adorent être dans les communautés parce que justement, ces communautés offrent une qualité de vie qu'eux recherchent. Donc, l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a une adéquation entre les préférences, les intérêts des gens qui veulent venir s'installer dans la région de Kent et ça que la région a à offrir. Et puis, ce que je remarque, c'est que les communautés qui ont du succès s'assurent de communiquer clairement ce à quoi va ressembler la vie dans leur communauté. Et puis, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui, dans des grandes villes comme en France, on avait un cas aujourd'hui à la péninsule, des gens de Lille, c'est une grande ville française, qui voulaient changer de rythme, puis qui voulaient s'installer dans un endroit où on n'était pas juste un numéro et qui avait une excellente qualité de vie, qui se sentaient intégrés. Donc, c'est ça que nos régions ont à offrir. Et puis, auparavant, les gens venaient moins dans les régions parce qu'il y avait moins d'emplois disponibles. Mais là, les emplois sont là. Et puis, on voit que les gens se déplacent de plus en plus en région. Et ces gens-là, par la suite, deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Ils vont entrer dans ils vont exercer leur réseau, ils vont diffuser leur information, ils vont même permettre de transmettre mieux communiquer ce à quoi ressemble la vie dans la région que bien d'autres gens pourraient le faire parce qu'ils le vivent et peuvent répondre aux questions. Donc, ce que je remarque, moi, de plus en plus, c'est qu'il semble avoir un effet seulement de retard. C'est que ça a pris plus de temps dans nos communautés, mais qu'on le voit, là, qu'il commence à y avoir une progression. Puis je pense que ça risque de faire boule de neige. On le voit déjà dans plusieurs communautés. Merci, Richard. Une deuxième question. If the population is decreasing, can you explain the housing crisis, which is now slowing employers to bring newcomers? Well, several things here. The population is not decreasing that much anymore in Kent. Okay, there is a possibility that the population could decline in the years ahead based on the demographic structure. But overall, what is happening is that we need more housing simply because baby boomers, when they retire, they don't leave the region. So they will tend to stay either in their home for a while or therefore later on move into a smaller accommodation with less maintenance. But overall, if you, as a baby boomer, you leave the workforce but stay in the region, the people who are coming in to replace you will also need accommodation. And that's why we're seeing pressure on housing across the entire province. And in fact, I was looking at the data. We are seeing it obviously in places like Moncton, Fredericton, and St. John, but we were in Bathurst virtually yesterday or on Tuesday, and they have seen some of the biggest pressure on their housing stock, and you're seeing it in rents in Bathurst, and because there's not enough housing for to host the newcomers in the region. So it's something that is happening across the province and not only in large urban centers. Okay, thank you for the clarifications. In your opinion, which industries could risk leaving Kent County if there's not enough workers? Well, today we have André Savoie, who will be one of our panelists later on. I'll let her discuss the impact of some of the labor pressures that she's facing. But fundamentally, and not going to talk like a theoretical economist, but fundamentally, all the industries that are what we call footloose in nature. So obviously, if your business is the fisheries, the lobsters are not going anywhere, nor are the oysters going anywhere. So there's always going to be a need for people to work in those industries. But if some businesses can migrate somewhere else, I'm thinking of, all the businesses like that are light manufacturing
modular homes, even some, if some, services, what we call dynamic services, such as accounting, insurance, banking, some of that stuff can be done from elsewhere. So it is important to make sure that we have labor available locally, because if some of the regions are more successful at welcoming newcomers, then some industries might feel the need. It's not that they want to leave the region, but they feel the need to migrate in order to follow the labor. Okay, so this is not necessarily something that happens immediately, but it's something that can happen over time, or even that some businesses might just decide to close shop as opposed to try to sell it to someone else locally, simply because they don't find the labor, or it's not sustainable as a going concern because of labor concerns. So it is very much those businesses that can't, that can be activities that can be performed elsewhere. Your hair cutter is not going to move because people are not going to drive to Moncton for a haircut, at least not in Sandwich, Kent. So the local services are likely going to stay there, but those that can move are under pressure. Okay, so that's the way I think one should frame the issue from an economic standpoint. OK. Merci Richard. Alors, on va passer en fait à notre panel, mais on te reverra durant la période de discussion. Alors, notre premier panéliste, our first panelist, is Sherry Brizo. Sherry is an immigrant holding a permanent residency here in Canada. She moved from the Philippines together with her husband and 3 kids and has lived here for more than 3 years. She is an accounting graduate from the Philippines and worked as an analyst before she relocated to Canada. Currently, she is working at Asurion as a customer care representative. Welcome, Sherry, and thank you very much for being with us this evening. I will invite you now to share your remarks. The screen is yours. All right, thank you very much. Good evening, everyone. I'm Sherry Brizo. I'm from the Philippines, and I'm a permanent resident here in Canada through the NBPNP stream. I've been here for more than 3 years. This all started when the province of New Brunswick visited my hometown, Cebu, Philippines, to do their info session. I myself had joined one of the sessions, and when they presented how nice New Brunswick is, with how they offered good healthcare and good education that was free for students until high school, I can't stop talking about it and encouraged my husband to immigrate here. My husband really did not like the idea until I signed him up for another info session, which at that point, there were employers that joined the session and did a spot interview. Well, he having experience within the manufacturing field in the Philippines as an engineer, he was given a chance to get interviewed, and he was accepted by Imperial, and this journey started at that very moment. It was a long process. We started our papers by the first of January of 2017, but we were able to travel December of 2017 with our working permits. We had mixed emotions. We had a lot of questions. What will happen to us when we get here? Are we going to be treated differently? By that time, December of 2017, we arrived here during winter time, and we were so thankful that we had a lot of support coming from the Filipino community, with my husband's employer as well, Imperial, who arranged everything for our arrival, including our accommodation, and with Magma as well, with Charlotte and Francois, who was always there when we were processing our papers, and even with little things like asking them to drive us to our appointments. Everything was in place when we arrived, and we never had issues. People around the area were also very nice. When people see us walking with tons of grocery bags in our hand, they would always stop and ask if we needed a ride. From that point, I already felt that we were welcome here and we were accepted. We also did not feel homesick, since most of the people hired were Filipinos, and we shared the same apartment building. Well, as for the job, I had an open work permit. It was not hard finding a job as long as you don't choose your job. The work might not be
or it might be far from my previous experience, but there were less opportunities here in Reshibucto if I base it on my degree. And with the issue that I'm also not bilingual. So that's one of my challenges. And so I myself applied in Imperial when I started, and I was accepted as a production operator. So I've got 3 kids, but they were not able to come with us when we started. So we had our own timeline, and we wanted them to follow as soon as our permanent residency gets approved. We needed to save so that we can pay for their expenses, also for their plane tickets. So what I can do to cope with it, I had to have a second job. So I worked in Subway to have that extra cash on hand. So after 6 months, our permanent residency was approved, and we were so excited to get our kids and let them follow. So by June of 2018, all our 3 kids immigrated to Canada. And at that point, their age was 2, 5, and 10. And now with them here, it had been a struggle. Both of us has to work different shifts so that somebody can be left behind to take care of them. But it never worked out. So we became so stressed, and we were not getting a lot of sleep. So somebody needed to adjust. So I decided to quit my job and look for a job where I can work from home. I noticed that there were a few opportunities, but luckily I was able to get one. Working from home has been an advantage for me, since even though I am working, I am still accessible to my kids when they need me. So from September of 2018 and until now, I have been working from home. Well, there have been a lot of things that had transpired within our 3 years here in Canada. We were able to get our own car, our own home. We were having split decisions in where to get our new home because we were thinking of better opportunities, but we fell in love with Reshibucto, and it was hard for us to leave. And our kids love it here, and they were also able to find good friends here. So I am just so thankful for this very nice experience, and a big part of this we owe it to Imperial, who brought us here. Thank you. Thank you very much, Sherry. Thank you for sharing your story with us. We'll have some time to dive into some questions and ask you for some clarifications and other things later on. Nous allons passer à notre deuxième panéliste, André Kessy-Savoie. André is the Vice President of Corporate Affairs for Imperial Manufacturing Group, a privately owned HVAC and building products manufacturer headquartered in Reshibucto, New Brunswick, with other locations in Nova Scotia, Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia, as well as Illinois in the United States. Her responsibilities include overseeing customer service, marketing, and corporate affairs. She has also championed Imperial's recent immigration strategy alongside the Human Resources Department. It has become an advocate for private businesses within the province, participating to the Economic Immigration Lab led by New Lab in partnership with the University of New Brunswick. André is also an alumni member of the Wallace McCain Institute's ECHO program. She holds an executive master's degree in business administration from St. Mary's University, a bachelor's degree in organizational management from Crandall University, a marketing diploma from the Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick, and also attended the Université de Moncton in management. Thank you very much. Merci beaucoup, André, d'être avec nous ce soir. Alors, je te donne la parole. Merci, Nicole. Tout le monde m'entend? Je pense que oui. Parfait. Donc, merci pour l'introduction. Je sonnais comme un genre de serial student. Je vais faire ma présentation en anglais juste parce que c'est un petit peu plus facile pour moi parce que j'ai pas mal plus de données en anglais. So I'm going to do my presentation in English. So as Nicole mentioned, I work for Imperial Manufacturing Group. We are headquartered here in Reshibucto, New Brunswick, and we are one of Kent County's largest employers. So we have 2 locations in New Brunswick, but Reshibucto being our largest New Brunswick location, and we currently employ approximately 350 employees here. I do want to mention that out of the 350 employees that are in Reshibucto, there's about 6 to 8% that are about 65 years of age and older.
and there's about 22% that are between the ages of 60 and 65. So kind of coming back to what Richard mentioned, our work population here is significantly aging. I've been doing these type of presentations and I've been giving this type of information now for several years, and we are looking at quite a few employees that have retired, and we've had quite a few since I first began. So I think that's important data to share. So for us, immigration became a HR strategy probably around 2010 is the first time we brought in temporary foreign workers. I do want to mention that we are definitely a growing business, but in the past few years there has been little growth in New Brunswick, and one of the reasons for that is because we simply can't find workers. We have in the past made certain acquisitions in other areas, and typically we would bring either equipment or that type of job either in Rishabukto or again in New Brunswick. And in the past few years, we've chosen to either leave the businesses where they are or move them to other areas. So right now, we are using the New Brunswick Provincial Nominee Program as a way of bringing in immigrants. And there are various reasons, but right now it's the only program that's at our disposal and is feasible for our recruitment needs. Nevertheless, it does provide a more permanent solution for our needs, as the intent is for those immigrants to become permanent residents, and hopefully they will stay within our communities and will continue to be employed at Imperial. So since 2016, we've recruited 35 applicants. So obviously Sherry's family being one of them. And out of those 35 applicants, it does not include the spouses. So again, it also means that we do employ more people that are immigrants, either through the open work permits or once they get their PR, and anybody else who is a newcomer that might have their PR status or an open work permit. So we do have approximately probably more than between 50 and 60 applications right now that are in the pipeline that we have issued since 2019. And again, we've recently issued some not too long ago. And we are hoping that we'll have more immigrants soon. Nicole asked me to share some of our experience and our journey. More specifically, some of the challenges that we've faced is simply navigating the system. And I've been saying this for years, and I've been doing it for years, and I literally learn things, new things every day. Things like knowing what program to apply for, what are NOC codes, what NOC codes should you be using, what programs are you eligible based on either skill level, languages, I'm trying to think what else would be required, what you need to offer as wages, et cetera. Those are all things that, as somebody looking into bringing in immigrants, you question yourself what to use. Also answering the applicants' questions. It's very difficult for them to navigate that system. So we might not be the experts providing that information to them, but right now they're the only persons that they can use. We've also tried to I've tried to guide other businesses, because again, I do make myself available if anybody wants to contact me. I'm not an expert, but we've been doing it for quite a few years, so I do know my way around it. But again, like I said, I am learning new things every day. Lodging in our area, I noticed somebody did ask the question, or having access to affordable housing is definitely an issue. We've been approached several times from an employer perspective to see, what are we willing to do in order to help create housing in the area. We're a manufacturer. We are not into residential real estate. However, we've been asked several times. We have been able to invest in a communal or a type of apartment, if you will, in the area. But if there was accessible and affordable housing in our region, not only could we bring in more immigrants to our area, but even landed immigrants right now that are located elsewhere in Canada that are very much interested in coming to New Brunswick or to Kent County. So again, and if we do end up investing more in additional housing, again, it'll be for our own usage, and again, it'll be because it's pretty much our last resort for us to be able to do that.
From a COVID perspective, any type of challenges, well, I can tell you that we haven't brought in any immigrants for the past year. And again, which is why we have about 50 to 60 applications that are out there that we're waiting for them to come in. There are still many unknowns, such as, what are the quarantining regulations? Do they have to stay in Toronto for a few days? And then what happens when they come here? Additional costs, additional paperwork, testing requirements, both from a provincial, a federal level, and not only that, but from the newcomers' own country of origin. They probably have different regulations due to COVID. But right now we don't have a choice. We cannot stop our economic immigration strategy. Our needs are too great for what we can locally find in terms of labor pool. However, in terms of successes, again, so I'm using the 2016 numbers just because we had kind of taken a pause on our immigration strategy. But since 2016, approximately 86% of our principal applicants are still employed with us. And again, there's more employees here just based on either spouses or anybody else that we have found locally that either had open work permits or that already had their permanent residence. But for now, the ones that we have, or most now that do have their permanent residence, it's important to note that they are beginning to invest in our communities. Some of them are now buying homes. So obviously they're all using our services, shopping locally. So again, a huge benefit to our community. From an employer perspective, what can communities do to help support newcomers and from our perspective help support employers? Well, again, asking the newcomers themselves what they would like is probably the best way, but to offer them support. And if there's any way for them to if the communities could partner up with service providers to help them succeed and to feel at home and invest in their communities and make it their own would be their best way. If there's any type of partnering solutions or tailored solutions when it comes to banking or having access to things like mortgages, transportation, for example. Rural areas have different needs than urban areas. We don't have bus systems and taxis. So until newcomers can, save up enough money or even have a driver's license, right? You might not necessarily have a driver's license once you show up, but those are the type of supports that they would probably need. Now, different to what I've heard from Ishad, or unless there's something I didn't understand, I do know that urban population has grown in New Brunswick, and it represents about 50% or 47% is what I found of New Brunswickers, and 80% of new immigrants actually go to urban areas versus rural. So I suppose we could ask ourselves what we could do to try to attract them here more than anything. And then finally, what would I say to other employers in the area looking to bring in newcomers? It's definitely a lot of work, but it's worth it. We've had great experience with the newcomers that we have. They're wonderful people. They're quite local. They're very hardworking, and we enjoy bringing them in. I mean, they're creating value not only to our business but to our community. And the one thing that I would ask other employers, however, either you do immigration or you are looking into it, is to be vocal about your experience. It doesn't look good that, when we have these type of events, then I'm usually the lone advocate from an employer perspective. And I know that there are others that are either attempting or trying or have used the immigration route. So it's just to share their information as well. So I think that would make it more beneficial. But other than that, that's pretty much all I have for today. Great. Thank you so much, André. Merci beaucoup d'avoir partagé ta perspective en tant qu'employeur dans la région. So we will move on to our third and final panelist before going into the discussion period, where you will be able to ask the questions yourselves or put them in your chat. Our third panelist today is Charisse Andel. Charisse has earned her bachelor's degree from the University of Asia and the Pacific. She worked as a sales division head in the Philippines before moving to Canada. Charisse has worked for some of the leading real estate companies in the Philippines and held key positions. She and her family arrived in New Brunswick on August 2019. She has been working as a customer service representative over a year now and is very grateful to be living in New Brunswick. Welcome, Charisse, and thank you very much for being with us this evening and for accepting to share your stories and your perspective. I will now give you time to share your remarks. Thank you, Nicole. So hi, I'm Charisse. So together with my husband and 3 kids, we arrived in Canada in August 2019 through the New Brunswick Provincial Nominee Program. We are among the many Filipinos who left our country in search for greener pastures.
So back in 2019, my brother-in-law invited my husband to apply as a production worker at Imperial Manufacturing Group, where his wife works for. My husband was a sales director in the Philippines, but he did not hesitate to apply for the position. We knew that this was the first step to get our Canadian dream. My husband and I were able to build our careers in the Philippines, but we were willing to start all over again to build a better future for our kids. Canada had better job opportunities, free quality education for kids, and has one of the best healthcare systems around the globe. We were fortunate that my husband was accepted by Imperial Manufacturing Group, and we did not have any difficulties with our papers going to New Brunswick as well. Finding a new home is a concern for newcomers, and we are very thankful to Imperial that they offer accommodation to new hires. Just like any other immigrants, we had encountered several challenges. One of the biggest challenges for us was the absence of public transport in our area. My brother-in-law and his wife lives in Moncton, so they would not be able to drive us around. Buying groceries for a family of 5 was difficult for us. My husband and I would walk carrying heavy groceries, which included bottles of drinking water. We would go on constant trips to the groceries since we cannot carry everything we need in one trip. The weather added to this challenge. It was harder to walk with heavy bags when it was very cold or when it was raining hard or snowing hard. Funny how this may sound, but I felt bad and pitied myself whenever we were walking under the rain with heavy bags. I missed our lifestyle back at home during these times. My husband and I had our own cars when we were in the Philippines, and traveling was not an issue for us back home. Another problem we encountered was that we were not able to attend some of our kids' activities in school since we did not have our own car. Being a hands-on parent, I was very sad that I was not able to watch my kids perform in school. We were very blessed that there were some people who were very willing to help us. Sherry Brizo, one of our panelists here, and her husband would offer us rides going to the grocery or places that we needed to go to. Charla, when she was still with Magma, helped us a lot in settling in. She helped us in enrolling our kids to school, getting our SINs, our Medicares, and important papers. She not only assisted us, but she would pick us up and bring us back home. Magma and some Filipino friends made things easier for us as newcomers. Another challenge for me was getting a job in our area. I headed a sales and marketing group back in the Philippines, and I was looking for roles in marketing in the area, but most available jobs were in production. Better job opportunities and higher paying jobs were in Moncton, and it was not an option for me to travel to Moncton from Rishabocto for work, especially that we did not have our own car when we were newcomers. Fortunately, I was able to see a Facebook ad by Ashurian on our second month. I applied for a work-at-home customer service representative, and I was accepted. Things are definitely getting better for us. We were able to purchase our own car on our third month. My husband and I have our own driver's license, and I no longer experience the drama of walking under the rain or under the snow, carrying heavy bags. We already have a family doctor, and we are enjoying the health benefits of living in Canada. Just to share with you, back in the Philippines, we had to pay for all vaccination, including flu vaccines. My daughter got her HPV vaccine here for free, and I had to pay around 12,000 pesos. That would be around $320 to get that vaccine in the Philippines. All 5 of us got our flu vaccines for free, and if it was back at home, we would have to pay around 7,500 pesos. That would be around $197 to get flu shots. We are very glad that we barely pay for anything for our kids' education. In the Philippines, our kids study in one of the best private schools, and we pay more than $9,000 annually for tuition fees alone. Our kids are doing very well in school here, and they are on the top of their class.
My eldest recently got recognized for being one of the top 10 students in grade 12 for the first semester at Bonner Law Memorial School. Our kids are very happy here, and that is what is important for us. We are currently waiting for our permanent residency, which was delayed due to the pandemic. We are hoping and praying we will be permanent residents the soonest. Just like Sherry, we are very thankful to Imperial for bringing us here. Thank you, everyone, and have a good evening. Thank you very much, Cherise, for sharing your story and your experiences. Nous allons débuter avec la période de discussion avec une première question, en fait, pour André. André, en fait, c'est la question qui a été posée durant la période de questions-réponses à Richard, mais sur laquelle également tu as déjà parlé un petit peu, mais c'est à propos des investissements, infrastructures ou autres dont on a besoin afin de favoriser la croissance démographique, puis faciliter le revirement des présentes tendances. Pourrais-tu peut-être expliquer un peu plus ces aspects-là, je dirais, des besoins? Oui, certainement. Donc, nous, c'est ça, à un moment donné, quand on a décidé d'amener des immigrants la première fois, à un moment donné, on était chanceux, si vous voulez, d'avoir trouvé une ancienne hôtel-motel qu'on a pu convertir dedans. Je veux dire, c'est pas vraiment des appartements parce qu'ils partagent une cuisine commune, mais à cause qu'on a accès à cet endroit-là, on a été capable d'amener plusieurs nouveaux arrivés dans la région. Mais malheureusement, tout de suite, je vais vous dire qu'on a un besoin à l'extrême, si vous voulez, d'employés dans la région. Tout de suite, pour vous donner de l'information, on est en train de prendre 18 travailleurs qui sont présentement situés à Dieppe. Puis chaque jour, on les bosse, si vous voulez, dans la région de Richibouctou pour venir travailler, puis ensuite, on les ramène de nouveau à Dieppe. On ne veut pas les laisser aller parce qu'on veut faire... On aime le fait qu'on est capable de trouver des employés plus facilement dans cet endroit-là, mais on a besoin des employés ici à Richibouctou. C'est notre plus grosse usine, puis c'est ici qu'on a le plus d'équipement. Mais malheureusement, on n'est pas capable d'amener plus de nouveaux arrivés parce qu'on n'a plus de place. Puis, c'est souvent qu'on a des appels de des immigrants qui ont soit déjà leur résidence permanente ou qui sont sur un permis de travail qui est ouvert, qui est présentement situé, que ce soit en Ontario, Québec, l'Alberta, que ce soit. Puis, ces gens-là sont intéressés de venir ici, mais ils n'ont pas de place à rester. Donc, on n'a pas nécessairement des appartements à louer. Puis, des personnes qui n'ont pas encore leur résidence permanente, on ne peut pas s'attendre qu'ils vont investir puis acheter des maisons avant d'avoir leur résidence permanente. Donc, à ce moment-là, le besoin d'avoir des appartements ou des maisons à louer ou quelque chose que ce soit est très important. Puis, ce n'est pas non plus des appartements qui vont coûter des 1200 $ par mois. Il faut que ça soit du affordable housing. Puis, à ce moment-là, on a déjà été posé la question si on est capable, nous autres, comme un entrepreneur ou comme un employeur, de faire un peu d'investissement. On l'a déjà fait parce qu'on a la résidence où ce que les 2 nouveaux arrivés ont mentionné, mais si ça donne qu'on le fait de nouveau, puis il y a toujours une possibilité, on ne va pas le faire non plus pour la région, on va le faire pour nous-mêmes. Puis encore une fois, on le fait parce qu'on a un besoin. C'est pas parce que, again, we happen to have a real estate business, a commercial real estate business, but not a residential real estate business. On ne veut pas non plus. C'est pas quelque chose qu'on cherche. Mais on a besoin des employés. Puis, qu'on ne peut pas les trouver ici, on va les amener. Puis, encore une fois, il y a un besoin de la communauté d'avoir de la nouvelle vie, si vous voulez. Puis, les immigrants peuvent certainement faire ça, mais on a un besoin qui est vrai, qui est pressant. Tu sais, on va penser à construire quelque chose dans 2-3 ans. Tu sais, si ça donne que je ne peux pas trouver des employés d'ici 2-3 ans, ça se peut qu'après ça, je commence à déménager de l'équipement qui est présentement à Richibouctou, soit à Dieppe ou ailleurs. Puis, si ça donne qu'on fait ces investissements-là pour déménager de l'équipement, les chances sont qu'on ne va pas le ramener ici. Donc, nous, notre but, on aimerait bien grandir notre entreprise ici à Richibouctou puis créer d'autres emplois. On va l'essayer encore. On a des discussions à chaque jour de le faire. Mais si ça donne qu'on ne peut pas les trouver, on ne peut pas arrêter de grossir. On veut continuer à grandir comme une entreprise. Là. Ouais.
Merci beaucoup, André. Nous avons Monsieur Roland Fougère avec la main levée. Monsieur Fougère, on va vous donner la permission de partager soit une question, soit un commentaire. Salut tout le monde. Merci aux panélistes. C'est très intéressant de voir l'expérience des deux dames de Philippines. Et merci à André, une belle présentation. C'est juste un commentaire que je veux faire. J'écoutais André de dire que c'est un problème avec Imperial Sheet Metal de trouver des endroits pour loger les immigrants. Je sais que dans le bout de Capellé, il y a des industries qui sont prises en main, qui ont rencontré des contracteurs pour lui demander de bâtir des bâtiments pour pouvoir accueillir ce monde-là. Ça se fait maintenant. Ils ont bâti plusieurs appartements pour loger, parce qu'il y avait le même problème. Il n'y avait pas de place pour loger les immigrants. Puis ils sont pris en main eux-mêmes, puis ça marche. Ils bâtissent des appartements, ils ont bâti son cours, je le sais encore à ce ils sont en train d'en bâtir 2 autres, puis ils vont le faire de nouveau l'année prochaine. Je ne sais pas si la même chose pourrait se produire avec Imperial Sheet Metal, de faire un genre de partenariat avec des contracteurs pour pouvoir développer et bâtir quelque chose pour ces nouveaux arrivants-là, parce que je sais que c'est important pour la ville de Richibouctou, autant que ça serait pour la ville de Bouctouche si on aurait la même. Je sais que dans le fond, au fond de la ville, ils ont le même problème. Puis c'est un gros problème. Puis je pense que cette manière-là, si on créerait un genre de partenariat avec les développeurs, que ça pourrait peut-être marcher. C'est juste une suggestion que je fais. Je ne sais pas si vous avez regardé là-dedans. Mais c'est ça, je pense que j'étais en train de mentionner, c'est que, on a déjà fait un investissement parce qu'on a un genre d'appartement, si tu veux. Je pense qu'à peu près quelque chose comme 18 ou 20, une vingtaine d'unités, si vous voulez. Puis, si ça donne qu'on fait d'autres choses, on le fait par nécessité, puis pas nécessairement par intérêt. Donc, nous, on est un fabricant de produits de sheet metal, de HVAC. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas dans le residential real estate, puis veux pas, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Si qu'on le fait, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Puis je vais te le dire que oui, encore une fois, c'est quelque chose qu'on discute de temps en temps parce que si là qu'on a le besoin, puis qu'il n'y a personne qui va le faire, mais ça se peut qu'on va le faire nous-mêmes. Là. Mais encore une fois, ça sera pour le bénéfice de nos employés et les immigrants, puis pas nécessairement pour la communauté, mais il y a quand même un manque de logement dans la région qui n'est pas juste pour les immigrants, mais c'est pour les citoyens de la région en général. On se fait demander à plusieurs reprises par nos employés si on a de la place pour qu'ils peuvent habiter dans ce genre d'appartement-là. Puis malheureusement, on le réserve si qu'on veut pour les immigrants qui sont des nouveaux arrivés au Canada. Juste parce que, comme que Charisse et que Sherry ont mentionné, quand ils arrivent, ils n'ont pas accès à du transport, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas d'auto. Donc, pour eux, c'est un petit peu plus difficile que les gens qui sont déjà dans la région. Mais c'est un peu difficile de dire à nos employés qui sont déjà ici, ça fait un bout de temps que, on n'a pas de place pour toi. Mais c'est qu'il n'y a pas de place dans la région. Mais si ça donne qu'on le fait, ça se peut qu'on le fasse de nouveau, on en discute toujours. Mais à la fin de la journée, c'est un petit peu difficile de penser que les employeurs et les entrepreneurs de la région qui ne sont pas dans du real estate, que la province est en train de nous demander de faire notre part. On est en train de créer des jobs, puis on aimerait de focuser, si tu veux, sur devenir un plus gros fabricant. Puis you want to focus on what you're good at. And what we're not good at is residential real estate. Mais comme j'ai dit, c'est qu'on n'a pas de choix, on le fait. Mais on a d'autres choses à penser. Là. Merci. De rien. Merci André, merci Monsieur Fougère. Monsieur Paul Demers a la main levée. Nous allons vous donner la permission de partager votre commentaire ou une question. Oui. Bon. On a une grosse richesse au Nouveau-Brunswick qu'on appelle le bilinguisme. Puis, on le voit très peu. Je ne sais pas, mon ordinateur a planté pour un bout de temps. Je ne sais pas si M. Saillant en a parlé. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'atteint pas du tout, et très peu, et je ne veux pas nommer des chiffres parce que je ne les ai pas avec moi. L'immigration francophone, c'est ridicule au Nouveau-Brunswick. On a la chance, on aurait la chance d'aller chercher des francophones et on ne le fait pas. Première chose. Deuxième chose, on devrait avoir des cours tout à fait gratuits
pour les arrivants anglophones qui arrivent, pour garder cette force-là au Nouveau-Brunswick, parce que le bilinguisme, c'est une force économique. Sinon, dans très peu de temps, 5 ans, 10 ans, pensez plus au bilinguisme si on laisse rentrer les immigrants sans agir au niveau de la francophonie, au niveau du bilinguisme. L'autre point aussi que je veux faire, c'est pas seulement, c'est une grande force économique, les immigrants, puis on a besoin pour le travail, mais des immigrants, des nouveaux arrivants, ça vit dans une communauté aussi. Et il faut se prendre en main comme communauté, c'est-à-dire créer des réseaux pour recevoir ces personnes-là, des réseaux d'amis, des réseaux, parce que nous, on est dans notre milieu, on a nos amis, on a notre réseau d'amis. Quand ces personnes-là arrivent, souvent, ils sont seuls. Puis, ce n'est pas facile. Donc, je pense que c'est important. Donc, c'est peut-être 3 points que je voulais souligner. Il ne faut pas oublier cette force-là qu'on a du bilinguisme. Il ne faut pas oublier l'immigration francophone. Et il ne faut pas oublier non plus que nos immigrants anglophones, il faudrait vraiment leur offrir des cours dans la langue seconde, en français. Puis ça, gratuitement, là, pas avoir à payer. Puis le contraire aussi serait vrai si on reçoit des personnes seulement francophones, leur donner des cours aussi en anglais. Je ne sais pas si M. Saillant a des statistiques ou des choses là-dessus, mais ça serait intéressant de peut-être en discuter, puis de lancer un débat. Un débat, là, je sais que ce n'est pas ici peut-être, mais peut-être un autre débat au niveau de toute cette problématique-là du bilinguisme et de l'immigration. Oui, merci beaucoup, M. Demers. Je vais laisser peut-être Richard et André répondre aux 2 premiers propos de Paul. Puis après, je vais donner la parole à Cherise et Cherie pour parler à propos de l'importance des connexions au niveau communautaire, puis l'accueil et la formation des relations avec la communauté. Alors, Richard et André, à vous la parole. Richard, tu es sur mute, je pense. Pour commencer avec les données sur l'immigration francophone, c'est sûr qu'historiquement, il y a eu un retard. On me dit, ou je lis, que les choses se seraient améliorées récemment. On n'est pas encore à un niveau qui est représentatif de la pourcentage de francophones au sein de la société néo-brunswickoise. Le message que vous avez transmis est fondamental par rapport au fait que les immigrants arrivent dans des communautés et que les communautés doivent prendre le dossier, le taureau par les cornes, pour s'assurer qu'elles soient des communautés accueillantes, mais aussi qu'elles s'activent pour attirer des immigrants qui vont parler la langue de la communauté. Les besoins vont être grandissants dans les communautés et beaucoup des besoins, c'est pour des emplois en français, que ce soit dans les services de santé, que ce soit les soins aux personnes âgées. C'est clair et net que ça fait partie de la description de tâches, là. Et puis, moi, je vous dirais que je ne pense pas que l'immigration au Nouveau-Brunswick est un dossier qui va être viable sans s'assurer que l'on vise l'équilibre linguistique. Je ne veux pas faire des déclarations à l'emporte-pièce, mais ce que je veux dire là, c'est qu'on vit au Nouveau-Brunswick, c'est une province officiellement bilingue, le bilinguisme est enchâssé dans la Constitution. Donc, il est clair et net qu'il faut faire des efforts, mais je ne veux pas lancer le dossier sur le dos de Fredericton. C'est important qu'on réalise que c'est aux communautés également de prendre le taureau par les cornes. André, aurais-tu quelque chose à rajouter? Oui, premièrement, Paul, tu as absolument raison que le bilinguisme, c'est quelque chose de très précieux. Puis, c'est le fait que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui vont appliquer pour des postes, même ici, c'est parce que oui, en termes de compagnie qui a des clients qui sont partout dans l'Amérique du Nord, inclut la région soit du Québec ou que ce soit le Manitoba ou autres régions qui ont des francophones comme le nord de la province aussi, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très,
qui est très important. Puis on utilise encore cette demande-là en termes de trouver des employés. Seule chose, par exemple, c'est que c'est souvent qu'on n'a pas nécessairement les gens dans la région, encore une fois, qui sont capables de combler ces postes-là. En termes d'immigration, par exemple, je voulais mentionner quelque chose. Donc, il y a un programme qui se nomme Mobilité francophone. Je l'ai sorti parce que je savais que j'avais des notes. Puis, encore une fois, le but de ce programme-là, c'est d'emporter des francophones dans la région du Nouveau-Brunswick. Nous, comme employeurs, on n'est pas capable d'utiliser ce programme-là. Puis, une des raisons, c'est parce que ces programmes-là sont ouverts à des niveaux, des skill levels, si vous voulez, qui est soit de type 0, A et B. Puis nous, le type d'employé qu'on cherche, c'est qualifié genre skill level C. Donc, même si on voudrait utiliser ce programme-là, on n'est pas capable. Deuxième chose, par exemple, c'est qu'au niveau de trouver des gens qui sont capables de travailler ou faire le genre de travail qu'on cherche, et puis aussi, comment j'expliquerais ça, avoir un genre de culture fit. Je suis en discussion avec beaucoup d'autres employés ou des employeurs de la province, voir s'ils sont capables de trouver ou s'ils ont eu des bonnes expériences avec des différentes régions. Puis, je vais vous dire que c'est un petit peu même décourageant de parler à des compagnies qui sont situées au nord de la province ou qui sont principalement francophones, puis qui sont en train d'amener des gens d'autres régions qui sont plus ou moins anglophones. Puis c'est basé sur le genre de travail que ces gens-là cherchent. C'est sûr et certain qu'on pourrait aller dans des pays qui sont francophones, mais ces gens-là cherchent plus des postes au niveau professionnel, si vous voulez. Puis, que ça soit malheureux ou non, c'est pas ce genre de travail-là ou c'est pas ces genres d'employés-là qu'on cherche. Donc, les amener ici pour qu'ils aient leur résidence permanente en dedans de 6 mois, puis de prendre leur bagage, puis partir, c'est un petit peu plus difficile de moi de justifier les coûts puis l'effort que ça prend pour amener ces gens-là. Donc, on cherche toujours d'avoir un pays ou une genre de région qui serait une force pour nous, puis de les faire, comme j'ai dit, un culture fit, puis tout le kit. Mais encore une fois, je suis en train de discuter avec 2 employeurs, puis c'est juste tout de suite, la recette, ça marche. Les gens de la Philippine, comme que vous voulez voir, les 2 madames qui ont discuté, c'est une bonne recette pour nous. J'aimerais bien de pouvoir amener plus de francophones, puis j'espère de le faire un jour, parce que, veux pas, je suis francophone moi-même, mes enfants vont à l'école en français, puis j'aimerais bien d'amener ces gens-là de la région, mais c'est un petit défi. Merci beaucoup, André. Paul, as-tu quelque chose à ajouter avant de donner la parole à Charisse et Cherie? Qu'est-ce qui arrive? Juste pour mentionner, merci des informations. Puis, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire comme communauté. On a beaucoup de travail à faire au niveau de l'industrie parce que je trouve que vous avez comme les bois d'un roue un petit peu. Puis, je pense qu'il va continuer, comme M. Saillant a dit, il va falloir continuer à travailler, qu'on essaie de garder cet équilibre-là, francophone, anglophone, immigrants francophones, immigrants anglophones. Et il n'a pas oublié les cours qui peuvent se donner gratuitement parce que je sais présentement, je ne suis pas trop au courant, mais ce n'est pas gratuit partout. Puis souvent, les immigrants ne peuvent pas tous se payer ça. Donc, ça termine mes commentaires. Merci. Merci beaucoup, Paul. Charisse and Cherie, can you briefly share the importance of community connections for newcomers once they come and stay in the region? How important is it for them to feel welcomed, but also for them to start getting integrated into the community? I'll maybe ask Cherie to go first. Well, networking hasn't really been an issue with us. Probably you can see us like staying in the same community. Probably one reason for that would be a language barrier. Not all of us can speak good English, so that could be one reason that we tend to just be with our Filipino community because we were able to engage well. But it's not something that we don't really network with other people. We have been invited to like several like
from other people inside the company, we have been invited and we are open to that. So networking has really not, or it's really not an issue for me. Thank you, Cherie. Cherise? Yeah, so just like Sherry, engagement with the community was not an issue for us. Everyone we have encountered with here, they're very welcoming to us, so it wasn't an issue. So, but if there are more courses that can be offered for free to teach us French as newcomers, and that would be great. Okay, awesome. Thank you. We have another question that came for both of you actually through the chat. What advice would you give new immigrants coming into the Kent County region and settling in? Well, we have a lot of friends that are wanting to come here. Like we also have, they've also applied in Imperial, and I believe they received job offers. So what they tell them is that it's totally different from what you expect. Because once they hear of Canada, it's totally different. Because in my perception before, when I hear of Canada, it's a large place. Like you can see malls and everything. Because we can, back home, probably we can see areas like Toronto. I didn't know what New Brunswick was. So from that point, when I was here, it's totally different from the Philippines. It's more quiet. We see a lot of trees instead of having malls. So I tell my friends that are coming here, don't expect a lot. You will have a good future here in Canada, but with all the fun that you had before, I don't believe that you'll be able to see it here. But if you're wanting a good life, you would want to be here. Great, thank you, Cherie. Cherise? Yeah, so here in the area, it's if you have a family to raise, if you have kids to raise, this is a really good place to raise kids. This would be a very different from what you see in like compared to the US. I like the culture here better. Raising kids here, the culture that we see here in the area, they are I see family is important for people around the area, which is very important for us as well as Filipinos. We are very close knit, and I see that in the people here as well, that family is important. So if for newcomers who would like, who feels like it is important to raise their kids closely, family culture is important to them, this area is really good. Yeah. Great, thank you. And a final question to both of you as well. How would you like to see your community grow in the coming years? We can't hear you, Cherie. I don't know why. I'm sorry, it's my mic. Sorry about that. Okay. Yeah, I can see that the Filipino community is really growing here in New Brunswick, most especially here in Kent County. There have been a lot of families that are already here, and it's good to see that like we get to meet a lot of Filipinos, and we're totally expanding, and we are being accepted here. So that's one of the main reasons that we would like to stay, because we feel that everybody is like we are welcome here in Kent County. Great, thank you. Cherise? I would like to see in the future that there would be public transportation available for everyone. So this would be very important to attract newcomers. Housing would also be an important issue here. It's just like what we have talked about earlier. So if there were more apartments that would be built in the area, then that would really be
a good factor to attract newcomers besides the public transport. Yeah. Great, thank you, Cherise. André puis Richard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine notre séance ce soir? Je voyais que M. Doiron voulait essayer de nous poser une question. Je le voyais activer sa main. Je ne sais pas si on veut peut-être utiliser les dernières quelques minutes pour entendre M. le maire. Tu es toujours sur mute, M. Doiron. Voilà, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. M'entendez-vous? Oui. OK, parfait. Alors, Richard, c'est une question pour toi, en fait, compte. D'abord, je voudrais féliciter André pour ses commentaires parce que je trouve qu'elle a bien cerné toute la problématique là, de la question du logement là, dans la région. C'est vraiment un problème majeur, non seulement pour des employés qu'elle pourrait avoir, mais non seulement pour l'ensemble de la communauté qui cherche un endroit pour rester. La question pour toi, Richard, c'est celle-ci. Lors de vos présentations que vous avez faites, quatre de vous autres, sur la ville forte, province forte, je pense quelque chose du genre, là, vous avez parlé de l'intention du gouvernement d'avoir 1 million de population d'ici un certain nombre d'années, d'accord? Jusqu'où on est rendu le développement d'une politique publique par rapport au logement? Parce que André a très bien cerné la problématique. On peut amener du monde dans nos régions, surtout les régions rurales, mais si on n'a pas des moyens pour loger ce monde-là, on va rester avec le même problème. On pourra bien avoir des emplois, mais comment va-t-on faire pour attirer des gens si on n'a pas de place pour les loger? Ben, merci pour la question. Rapidement, pour ce qui est de la question d'atteindre le million de population, moi, je fais partie des sceptiques. La raison pour ça, c'est parce que la principale raison pour laquelle on voit des flux d'immigration qui sont massifs ces jours-ci, c'est parce qu'on a encore des baby boomers qui sont en train de quitter la population active. Dans 10 ans, il va se produire deux choses. Le dernier baby boomers aura l'âge de 65 ans, plus jeune, donc ils auront tous pris leur retraite. Vous avez vu la pyramide des âges tout à l'heure. Donc, le nombre de postes à combler va être plus faible. Et puis, malheureusement, les baby boomers les plus âgés vont nous quitter. Ce que ça veut dire, c'est que le défi dans 10 ans d'ici, ce sera d'éviter le déclin de la population et non pas de faire croître la population. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est simple, c'est parce que ça magnifie le défi du logement. Parce qu'il faut composer avec une augmentation de la population pour les 10 prochaines années. Puis après ça, il faut penser qu'on va avoir des infrastructures qui pourraient être un peu vides. Alors, la question dans les grandes villes, c'est pas si mal parce que les vieux appartements vont probablement sortir du marché, tranquillement, pas vite. Dans les endroits comme Rishiboktu et tout ça, le défi, c'est de se concerter publiquement et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Heureusement, il y a déjà au gouvernement fédéral des programmes qui sont en place, puis on pourrait peut-être essayer de faire du leverage, essayer d'utiliser les fonds qui sont disponibles au fédéral avec le gouvernement provincial et les municipalités. Comme vous le savez sans doute, moi, ça fait 3 ou 4 mois là, que j'harponne l'enjeu du logement abordable, comme étant fondamental à notre prospérité dans les années à venir. Je ne veux pas faire de commentaires politiques dans le cadre de cette tournée-ci, mais je peux vous dire qu'à mes yeux, la grande priorité, le lifeblood, comme on dit en anglais, de l'économie pour les 10 prochaines années, ça va être l'immigration. Et sans une stratégie délibérée pour le logement, il n'y a pas de stratégie pour l'immigration qui est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est une des raisons. Moi, je suis économiste de formation, comme vous le savez, puis je crains toujours d'aller à l'encontre des décisions des investisseurs, de ceux qui sont dans le domaine. Quand j'écoutais André tout à l'heure, je me disais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs privés qui ne vont pas saisir l'occasion qui se présente là? Il y a de nombreux enjeux là. Un des enjeux est sans doute relié au logement abordable. Très difficile de construire des édifices ces jours-ci avec les matériaux et la pénurie de main-d'œuvre. Pas juste dans l'industrie, madame Savoie qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre, il y a celle-là aussi. Et puis, c'est très difficile, selon moi, de rentabiliser des logements à 800, 900 $ sans avoir un gouvernement qui est là, des pouvoirs publics qui sont là pour faciliter, inciter à la construction domiciliaire. Donc,
lorsque dans les années 80, là je vais parler un peu comme un politicien, là, mais c'est toujours économique mon affaire, là. Lorsque dans les années 80-90, on a dit qu'au Nouveau-Brunswick, l'une des stratégies fondamentales pour la croissance, c'est d'avoir un réseau routier robuste. Certains individus diront qu'on n'a pas fini l'agenda, mais on a quand même bâti une autoroute à 4 voies. On s'est dit que c'est important pour le futur du Nouveau-Brunswick. Ben maintenant, l'infrastructure pour les 10 prochaines années, c'est l'infrastructure sociale pour accueillir bien davantage de gens au sein de nos communautés. Donc, je ne dis pas que j'ai les réponses, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut délibérément attaquer cette chose-là et pas s'imaginer qu'un secteur privé laissé aux forces du marché va régler le problème de lui-même. Okay. Bon point, Richard. Merci. Tu m'inspires. Merci, Monsieur Doiron, Maire Doiron, puis merci, Richard. André, aurais-tu quelque chose à ajouter en terminant? La seule chose que je vais mentionner, si ça donne que je vois les commentaires que M. Demers a mis tantôt en termes de que la nature est très belle au Nouveau-Brunswick, c'est quelque chose qu'on devrait vendre. À un moment donné, quand je participais à les informations ou les labs ou quoi que ce soit en termes d'immigration, c'était une des choses que les nouveaux arrivés mentionnaient que en termes de marketing, si tu veux, si ça donne qu'il y a des gens qui est sur l'appel, soit en termes d'employeurs ou que ça soit quelqu'un qui représente une municipalité ou que ça soit, que quand on essaie d'attirer des immigrants dans la région, il faut vraiment être réaliste de qu'est-ce qu'on a à offrir. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a rien à offrir parce que je vais vous dire que moi, j'habitais à Québec, pas longtemps par exemple, mais j'ai habité à Moncton pour 10 ans. Puis il y a une raison, j'ai retourné chez nous. Il y a des valeurs, il y a des choses qu'on a à offrir dans le comté de Kent qui sont you can't give it value. Le fait qu'on reste sur la plus belle rivière, à mon avis, de la province, on a de la nature, on a un parc national qui n'est pas loin. Tu sais, les gens peuvent aller à la plage, aller pêcher des coques. On a les gens ont de l'espace quand on se jette une maison. Les maisons ne sont pas collées comme dans une région urbaine. Il y a des gens qui cherchent ce genre de lifestyle-là et c'est très important qu'on le vend aux nouveaux arrivés, même avant qu'ils viennent, pour dire, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? C'est une chose venir au Canada, c'est une chose venir au Nouveau-Brunswick. Puis je vais vous dire, tu peux vendre le Nouveau-Brunswick comme tu veux. On n'a pas de place urbaine. Si tu compares Moncton, qui est la plus grande ville à Moncton, c'est comparable à des banlieues dans d'autres régions. On est une province rurale. Puis quand tu compares le comté de Kent, on est extrêmement rural. Mais il y a des gens qui cherchent ça. Donc, c'est juste de vendre ce lifestyle-là, puis il va y avoir des gens qui vont vouloir déménager. Oui, on a peut-être des gens de travail qui vont amener moins de salaire, mais ça coûte aussi moins à rester ici. Donc, c'est un genre de balance. Puis, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut vendre puis attirer les bonnes personnes. Puis, comme que je ne sais pas qui l'a mentionné tantôt, mais je m'aperçois que c'est les nouveaux arrivés qui sont capables, be it with fresh eyes, là, de vraiment vendre qu'est-ce qu'on a parce que nous, peut-être qu'on le prend, we take it for granted. Donc, je voulais juste mentionner ça que it's not shameful to be from New Brunswick. It's definitely not shameful to be from Kent County. It's a beautiful, beautiful place to live, and I wouldn't choose anywhere else. Yeah. No, I definitely agree with you, Andre. And as we heard today from Charisse and Cherie, and actually from other newcomers in earlier events of the tour, newcomers are becoming the messengers and the best ambassadors for the province. And like Cherie mentioned, you know, maybe there's not big cities here, but if you want a good life, New Brunswick is a good place to be. It's better than good. So thank you everyone very much for taking the time to be with us today. It's already 8:05, so we're 5 minutes ahead of time or too late, I guess. Nous allons conclure cet événement ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour le 5e événement de la tournée virtuelle Nouvelle Conversation 2.0. Pour plus d'informations sur notre initiative, je vous prie de visiter le site web nouvelleconversationsnb.com, newconversationsnb.com. You will also find the virtual tour schedule, links to register for subsequent sessions, and resources, including the presentation that Richard provided, as well as the regional report for Calgary County that we've developed. And also, we have more information on our panelists tonight. So, toutes les sessions de Nouvelle Conversation 2.0 seront enregistrées et disponibles sur le site web également. Merci tout le monde et bonne soirée.